Aujourd'hui, nous allons parler d'un pigment rouge utilisé par les artistes, le vermillon. Et pour bien comprendre son histoire, vous allez partir en voyage, rencontrer quelqu'un qui pourra répondre à vos questions. Chameau, vous êtes une sorcière? Je suis plutôt une alchimiste. Je suis un peu l'ancêtre des chimistes de votre époque. Qu'est-ce que vous faites comme expérience? J'ai eu l'idée de mélanger du mercure et du soufre pour obtenir de l'or. En effet, le mercure a une masse atomique très proche de l'or et le soufre est un minéral jaune. Donc, en mélangeant les deux, je devrais obtenir une pierre jaune de masse quasiment égale à l'or, et donc obtenir de l'or. Mais au final, j'obtiens une pierre rouge, le vermillon. Qu'est-ce que le vermillon? Tout d'abord, il faut que je vous explique ce qu'est le cinabre. C'est la version naturelle du vermillon. Il est composé de mercure et de soufre. Le vermillon est synthétisé et remplace le cinabre qui est très coûteux. Dans le tableau périodique des éléments, le mercure se note Hg et le soufre se note S. Ensemble, ils constituent ce cristal. Mais regardons le cristal de plus près, de beaucoup plus près, à l'échelle des atomes. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la structure cristalline. Ici, les atomes en gris sont les atomes de mercure, et en jaune, ceux du soufre. Chaque atome de mercure est entouré de 6 atomes de soufre. On voit des triangles équilatéraux où les atomes de soufre sont sur les sommets. Comment fabrique-t-on du vermillon? Pour connaître les recettes, on dispose de sources textuelles qui restent difficiles à déchiffrer car les auteurs sont souvent imprécis. Certaines recettes ne donnent que 2 ingrédients, le soufre et le cinabre. D'autres rajoutent du sel. Quand les chimistes de votre époque essayent de reproduire ces recettes, bien souvent ils n'arrivent pas au même résultat. Cennino Cennini, un peintre italien du XVe siècle, consacre une partie de son traité de peinture, le Libro dell'arte, sur le cinabre et le vermillon. Voilà ce qu'il nous dit. Regarde le morceau du cinabre dans son entier. Mets-le sur la pierre et broie-le avec de l'eau claire autant que tu pourras. Que si tu le broyais tous les jours pendant 20 ans, il serait toujours meilleur et plus parfait. Effectivement, cette recette n'est pas très précise pour les chimistes du XXIe siècle. Dans quel œuf trouve-t-on du vermillon? Le cinabre s'inscrit dans la liste des pigments rouges les plus anciennement connus. Il est donc utilisé dans un grand nombre d'œuvres. Pline l'Ancien et Vitruve indiquent qu'il n'est pas adapté à la peinture extérieure s'il n'est pas protégé d'une couche d'huile ou de cire pour l'empêcher de noircir. Vitruve donne l'exemple du scribe Faberius, vivant à Rome sur le mont Aventin, qui, voulant montrer sa richesse, recouvre tous les murs de son péristyle de cinabre. Un mois plus tard, les peintures sont devenues toutes noires. En Grèce, sur le site de Vergina, on trouve la tombe de la reine Eurydice datée du IVe siècle avant Jésus-Christ. À l'intérieur, la polychromie d'origine est conservée. Une façade peinte en trompe-l'œil recouvre les murs et un trône en marbre est décoré par les figures peintes d'Athès et Perséphone. Le cinabre mélangé au blanc de plomb permet de rendre le rose des vêtements et du char. À Rome, le cinabre est très apprécié. Pline nous apprend que son prix est égal à celui du bleu d'Égypte, un des pigments les plus chers du marché. La fresque de la joueuse de cithare de la villa rurale de Boscoréal près de Pompéi, datée des années 50 et 40 avant Jésus-Christ, figure une femme assise sur une chaise jouant de la cithare, devant un mur rouge peint au cinabre. Si cette fresque nous est parvenue, c'est parce qu'elle a été conservée sous les cendres de l'éruption du Vésuve en 79. Les propriétaires de la villa étaient des personnages de haut rang, car la fresque abonde en cinabre. Bon, assez bavardé, je dois fabriquer de l'or, moi. Vous voilà de retour. Est-ce que ce voyage vous a permis de mieux comprendre ce qu'est le cinabre? Oui, on comprend mieux. Mais à quoi sert-il de rechercher le cinabre dans les œuvres? Tout d'abord, cela peut permettre de comprendre la technique employée par l'artiste, d'étudier le choix des pigments utilisés et leur symbolique. En effet, le cinabre est un pigment très cher et il est utilisé dans les parties importantes des œuvres pour affirmer la richesse du commanditaire. Comme vous l'a expliqué l'alchimiste, le cinabre est un pigment qui noircit avec le temps, comme on peut le voir dans l'œuvre La Vierge et l'Enfant intronisée parmi les anges et les saints, réalisée par Benozzo Gozzoli en 1461. Regardez son vêtement. C'est pour cette raison qu'il est important de connaître les pigments qui composent les œuvres afin de savoir comment les conserver et comment reconstituer leur aspect d'origine. Imaginez une œuvre toute noire qui était originellement rouge, ça change toute sa lecture. Comment peut-on déterminer s'il y a du cinabre dans les œuvres? On peut utiliser différentes techniques analytiques, comme par exemple l'imagerie par spectrométrie de masse. Cette technique consiste à envoyer des ions primaires vers un échantillon qui vont impacter sa surface en éjectant de la matière sous forme d'ions secondaires qui sont ensuite détectés par un analyseur à temps de vol. Dans cet analyseur, les ions sont accélérés par une force électromagnétique uniforme et ils ont alors tous la même énergie. Les plus légers étant plus rapides, ils arrivent en premier au détecteur. Comme leur temps d'arrivée est corrélé à leur masse, on peut donner le spectre de leur abondance relative en fonction du rapport masse sur charge des ions détectés, avec une charge toujours égale à 1. Ces données permettent de déduire quels sont les composés présents dans l'échantillon. Pourquoi qualifie-t-on cette technique d'imagerie si on obtient un spectre?
Cette technique d'analyse permet aussi d'obtenir une image de l'échantillon en le balayant pixel par pixel avec le faisceau d'ion, comme on peut le voir sur cette image d'un cinabre provenant du marchand Kramer Pigments, avec comme élément majoritaire le mercure. Le problème est qu'on ne voit pas toujours le mercure, élément témoignant de la présence du cinabre à cause de l'effet matrice. On peut illustrer cet effet par une bille qui est plus retenue par la surface. Si le mercure symbolisé par une bille est trop fortement lié à la surface, celle-ci ne sera pas éjectée lors de l'impact des ions primaires et le mercure ne sera pas visible par le spectromètre. En effet, les autres composés présents dans la peinture, comme le liant, ont des affinités différentes avec le mercure et cet effet matrice est donc spécifique à un ion et à l'environnement de cet ion. Connaît-on les ions avec lesquels on ne peut pas voir le cinabre? Je vais vous montrer comment, par l'expérience, on peut répondre à cette question. On commence par préparer un échantillon de cinabre pur et 3 échantillons de cinabre mélangés avec du liant, avec de l'huile de lin, du jaune d'œuf et de la colle. La colle est de la gélatine ou du collagène fait à partir de peaux d'animaux. Pour l'échantillon de cinabre, un scotch double face est collé sur une plaque en inox, de la poudre de cinabre est répandue sur le scotch et une presse est utilisée afin de compresser cette poudre et de rendre la surface quasiment plane. Les 3 échantillons sont préparés de la même façon, seul le liant ajoute échange. Le pigment de cinabre est broyé dans un mortier avec un pilon afin de réduire la taille des grains. Ces grains sont ensuite déposés sur une plaque en verre avec le liant et à l'aide d'une molette en verre, le mélange est homogénéisé. Lorsque la peinture a atteint la couleur et la texture souhaitée, une petite partie de celle-ci est posée sur une lame de verre de microscope et il faut attendre que la peinture sèche avant de l'analyser grâce à l'imagerie par spectrométrie de masse. Ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est qu'afin de bien comprendre notre patrimoine, il est donc important de mettre en commun les connaissances historiques et scientifiques et il faut multiplier les analyses pour avoir les résultats les plus fiables possibles.